Le club de la presse d'Europe 1. Le club de la presse d'Europe 1. Nicolas Poincaré. Le club de la presse d'Europe 1, deuxième partie avec Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière, qui publie aux éditions Les Liens qui libèrent Les Apprentis Sorciers, un livre sur l'invraisemblable histoire de la loi El Khomri, la loi travail. Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Pour vous interroger, nous sommes toujours avec Robert Namias et avec Gérard Carreau. On va parler de ces apprentis sorciers de la loi El Khomri, mais d'abord parlons du nouveau candidat de la droite, François Fillon. Il a visiblement reculé sur son projet de réforme de la Sécu. J'imagine que vous en félicitez. Écoutez, oui, j'ai cru comprendre qu'effectivement, il est en recul sur son projet. Je ne sais pas exactement ce qu'il proposera pour autant sur la sécurité sociale, mais c'était, je l'avais dit, c'était une remise en cause, voire le début de la fin pour l'assurance maladie, ce qui était proposé. À la fois, c'est pas nouveau comme proposition. Moi, je me souviens d'un rapport, dit rapport Berger, qui n'a rien à voir avec la CFDT, d'un député dans 77, je crois, qui déjà parlait de la séparation du petit risque et du gros risque. C'est un serpent de mer. Et puis surtout, c'était contradictoire ce qu'il faisait sur l'assurance maladie et ce qu'il faisait sur les allocations familiales. Sur les allocations familiales, il réintroduisait, à juste titre selon moi, l'universalité des prestations. Et il faisait le contraire sur l'assurance maladie, parce qu'il n'y a pas que le petit risque et le gros risque. Il proposait aussi qu'à partir d'un certain niveau, je ne sais pas à quel niveau, les plus favorisés continueraient à payer, mais n'auraient plus les mêmes droits. À partir de là, il y a un risque de remise en cause de l'existence même du système. Alors justement, on a posé la question à nos auditeurs sur Internet. Maud Descamps, François Fillon a-t-il eu raison de reculer sur cette réforme de la Sécu ? Eh bien écoutez, ils sont 68% de nos votants estimaient que François Fillon a eu raison de reculer, même si dans l'ensemble des commentaires sur Facebook, on estime qu'il n'a pas vraiment reculé, mais plutôt changé de ton. C'est le cas d'Olivier, par exemple, qui nous écrit « Je n'ai pas le sentiment que Monsieur Fillon recule, il précise sa pensée qui est caricaturée par ses opposants politiques », nous écrit notre internaute. Pour Frédéric, au contraire, le candidat des Républicains recule et se contredit, c'est un carriériste, il ne veut pas perdre de voix, conclut-il. Yann, lui, nous dit « C'est un dossier complexe qui demande des explications pas forcément simplistes, préciser sa pensée, ce n'est pas un recul, mais plutôt une avancée. » Et enfin, Olivier estime que François Fillon n'a pas bougé d'un iota. Il veut nourrir les mutuelles et les assurances privées, c'est tout. Alors, Jean-Claude Mailly, cette histoire des assurances privées, ça risquait d'être une épine dans sa chaussure qui allait le poursuivre pendant toute la campagne. Est-ce que vous pensez qu'il s'en est sorti, ou bien que ce doute de vouloir favoriser les mutuelles, de vouloir favoriser les assurances privées, que ce doute va... Non, si j'ai bien compris, moi, il a dit pour le moment qu'il ne remettait pas en cause l'assurance maladie, la sécurité sociale. Maintenant, l'universalité, voilà, tout à fait. Bon, oui. Il n'est pas allé plus loin pour le moment. Est-ce qu'il sera amené à donner d'autres précisions plus tard? C'est possible, mais le caractère universel, c'est un élément essentiel. Maintenant, il faudra voir... Donc vous êtes plutôt rassuré, vous entendez. C'est déjà un mieux, en tous les cas, par rapport à un projet qui, pour nous, consistait à casser la sécurité sociale. Robert Namias. Jean-Claude Mailly, on connaît votre position générale vis-à-vis d'une campagne électorale qui est de dire, nous, on n'est pas un parti politique, on ne prend pas position, on n'appelle pas à voter. Très bien, contrairement à d'autres, notamment la CGT la dernière fois. Pour autant, est-ce que vous allez marquer des lignes rouges très précises qui feraient que, en tant que syndicat, ça vous paraîtrait ou inapplicable ou insupportable? On peut jouer sur les mots. Je pense évidemment à la réduction des 500 000 fonctionnaires et à toute une série de mesures, les questions du temps de travail dont on va parler dans votre livre. Est-ce que vous allez, avant l'élection, dire « Attention », nous, en tant que syndicat, on considère qu'il y a des lignes rouges pour ce pays à ne pas franchir. Non, on va pas faire comme ça. On va, comme vous le précisiez, comme d'habitude, on ne donnera aucune consigne de vote, ni au premier, ni aux primaires, bien entendu, quelle qu'elle soit, ni au premier, ni au deuxième tour. Les choses sont claires. Ceci étant, au mois de février, on fera connaître nos analyses, non pas sur les programmes, quelles sont nos principales analyses sur l'Europe, sur le service public, etc. Et on a déjà été amené à réagir parfois. Des candidats qui souhaitent nous voir, nous et d'autres également. Par exemple, la semaine dernière, nous avons rencontré à sa demande Monsieur Larcher, qui était un peu en pilote de Monsieur Fillon sur les questions économiques sociales. Et le président du Sénat a voulu savoir quels étaient sur les points sur lesquels il y avait un problème
dans le programme de M. Fillon sur les questions économiques et sociales. Donc là, vous répondez. Ah bah oui, bien sûr. 500 000 fonctionnaires, j'imagine, il y a un problème. Qui dit mot consent, donc voilà. Oui, mais là encore, ce dossier a toujours été très mal questionné les fonctionnaires. Ce que nous demandons depuis longtemps, qui n'a jamais vraiment eu lieu, c'est que nous ayons un débat sur le rôle et les missions du service public. Il faut démarrer par ça. On démarre pas par dire 200, 300, 400, 500 000, qui n'a aucun sens. Quel est le rôle du service public? Ça veut dire, au moment donné, quel est son périmètre, etc. Comment il est organisé? C'est ça le débat de fond qu'on doit avoir, et non pas de se jeter des chiffres à la figure. Mais alors, je reviens sur la Sécu une seconde. Il y a quand même la dernière réforme qui a été faite, non sans difficulté, par Marisol Touraine, c'est l'histoire du tiers payant. Quelle est votre position, vous? Parce que c'est quelque chose qui a commencé à être généralisé. Quelle est votre position sur le tiers payant? Non, nous on était favorables à une plus grande généralisation du tiers payant. Oui, mais si donc Fillon... Il faut le maintenir. Je pense qu'il aura du mal, enfin si c'est lui, bien sûr, mais je pense qu'il aura du mal, s'il aura du mal à remettre en cause ce type de formule. C'est en train de se généraliser le tiers payant, et c'est une bonne chose pour beaucoup d'assurés sociaux. Donc je pense pas qu'on puisse revenir sur des choses comme ça dans la réalité. Vous savez, comme on dit toujours, enfin pas moi, mais les primaires de droite ça se gagne à droite, les primaires de gauche ça se gagne à gauche. Après il y a deux élections en fait, il y a les élections primaires quelles qu'elles soient, et après il y a l'élection présidentielle. On verra comment les choses évoluent. Alors Gérard, vous nous disiez qu'à l'instant, avec Gérard Larcher, vous avez évoqué tout ce qui pouvait poser problème pour vous, Force ouvrière, dans le programme de François Fillon, mais vous nous avez pas dit quoi? Alors il y a combien de points? Ah bah écoute, de mémoire, la retraite par exemple. Les retraites c'est pas la peine de le dire, portées à 65 ans. Oui, je rappelle qu'il y a eu une récente étude de la direction du ministère qui expliquait que le recul dans les faits de l'âge de la retraite, qui est déjà en cours, ça génère une augmentation, pour aller vite, du nombre de seniors pauvres, ceux qui n'ont plus de travail, qui n'en retrouvent pas, qui peuvent pas avoir une retraite, etc. Il y a une augmentation de la précarité chez ce qu'on appelle les seniors. Bon, il y a la question des retraites, il y a la question du service public d'une manière générale, au-delà même de la question des effectifs. Il y a effectivement la question de l'assurance maladie, la question de la présentation des syndicats dans les élections également. Aujourd'hui, tout le programme de François Fillon, pour parler clair. En gros, sur les questions économiques sociales, on a dit ce qu'on a. Bien sûr. Oui, non, mais bien sûr, mais on sera amené à dire la même chose sur d'autres s'ils nous le demandent. Non, parce que là, vous jouez un peu au chat et à la souris, parce que vous dites clairement que vous êtes opposé à ce programme, quoi. Ces points. Oui, attendez, non, moi, je fais la part des choses. On verra, je me trompe peut-être, entre des candidats, quels qu'ils soient, dans leurs primaires, etc. On n'a pas réagi pendant les primaires. Parce que nous on demande notre avis sur tel ou tel point, on va le dire. Si on dit rien, on va croire qu'on est d'accord. Donc attention, il y a des problèmes qui risquent de se poser sur tel ou tel point. Et aussi insister sur la méthode. Qu'est-ce qui se passe si un président est élu quel qu'il soit et qui décide tout d'un seul coup de passer en force? Par ordonnance, vous voulez dire? J'ai eu l'impression, il y a 2 semaines, pour tout vous dire, je vous ai écouté dans une longue interview sur un autre média. J'ai été extrêmement surpris. Je me suis dit, tiens, Monsieur Mailly, au fond, je m'attendais à ce que vous rentriez à fond dans le programme Fillon qui venait d'être présenté et adoubé à la primaire de droite. Et puis pas du tout. Vous étiez serein, d'ailleurs, comme ce soir, comme si vous disiez cause toujours. Ça c'était pour la droite qui votait pour la primaire. Mais quand ils seront aux affaires, s'ils le sont, on verra et on pourra négocier. C'est toujours votre sentiment. Bien sûr. Écoutez, donc ils ne passeront pas en force. J'espère qu'ils ne passeront pas en force, sinon ça risque, sur les questions économiques et sociales, ça risque de tendre sérieusement. Alors bon, écoutez, il y a une loi qui s'appelle la loi Larcher, qui date de 2007, qui oblige un gouvernement à consulter les partenaires sociaux, ce que n'a pas fait d'ailleurs correctement l'actuel, quand il y a une réforme qui porte sur le code du travail. Donc j'espère que la loi Larcher sera respectée si M. Fillon est président. Alors Gérard Carrérou s'étonne de vous trouver si cool, si je comprends bien, Jean-Claude Maillet. Ouais. Cool. Non, c'est le fruit de l'expérience, de la sagesse. Cool par rapport à ce qui pourrait sortir de la prochaine présidentielle, mais pas très cool par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire la loi El Khomri. On en parle juste après la pause. À tout de suite. 19h, 20h. Le Club de la Presse d'Europe 1. La suite du Club de la Presse d'Europe 1 avec vous, Nicolas Poincaré, avec Robert Damias et Gérard Carrérou. Vous interrogez le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, qui signe aux éditions Les Liens qui libèrent les apprentis sorciers. Les apprentis sorciers, c'est un livre pour nous raconter l'histoire, l'invraisemblable histoire de la loi travail, donc de la discussion autour de la loi El Khomri au printemps dernier. Un livre dans lequel vous avez des propos quand même assez durs sur François Hollande. Jean-Claude Mailly, vous écrivez que
Mais en gros, le dialogue social, c'est pas son truc. C'est difficile d'avoir une réponse précise. On lui envoie des SMS, il répond, mais on sait toujours pas ce qu'il pense. À vous lire, je me dis que lorsqu'il a abdiqué, entre guillemets, lorsqu'il a annoncé la semaine dernière, il y a 10 jours, qu'il ne serait pas candidat, vous n'avez pas dû être très malheureux. Non, écoutez, c'est pas mon problème, franchement. Mais dans ce que j'ai éprouvé le besoin à la fois de dire pourquoi on a eu cette loi. Donc c'est les questions européennes, les questions de politique économique. Qu'est-ce qui s'est passé? De mon point de vue, c'est ma vérité, je dis pas que c'est la vérité. Comment ça s'est passé? Les contacts qu'on a eus, les propositions, les contre-propositions et quelques éléments de conclusion. Il y a une partie récit d'ailleurs, invraisemblable au sens où à la fois sur la méthode. Bon, ils ont même reconnu à un moment donné qu'ils s'étaient plantés sur la méthode. Bon, ils n'ont pas respecté le code du travail, par exemple. La fameuse loi Larcher n'a pas été respectée. Ils ont refusé vraiment de discuter. Ils ont été arc-boutés. Enfin bon, c'est une histoire de fou cette affaire, quoi. Bon, je crois que ça les plombe d'ailleurs d'une manière ou d'une autre. Il y a tous ceux qui se sont battus contre certaines dispositions de la loi, la version de la hiérarchie des normes, etc. Par exemple, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris même. Pourquoi on arrivait à cette situation? Et on a eu un gouvernement, un président, parce que dans notre système, c'est le président qui est dernier responsable. Même si le Premier ministre, par des mots durs parfois, a été un peu loin, mais on arrivait à quelque chose qui... on a les recours, on entame nos recours juridiques, etc. Je sais pas ce que ça donnera, mais l'inversion de la hiérarchie des normes, ça n'est pas rien. Et on a expliqué 20 fois, 30 fois, mais... un gouvernement qui n'a pas voulu bouger sur les points clés. Voilà, c'est la question que je voulais vous poser, c'est-à-dire que ce conflit qui a duré des mois, 4 mois, 5 mois, qui s'est terminé un peu comme tous les conflits aussi, il faut bien le dire, dans une forme de pourrissement quand même, avec des manifestations de moins en moins importantes, puis il fallait bien que ça s'arrête un jour, puis il y avait les vacances, etc. Bon, finalement... ce fameux article 2 qui a été l'objet de tous les débats pendant 3 mois, il a quand même été voté. Alors effectivement, vous avez raison. Au 49.3. Il y a des procédures. Et au 49.3, enfin, il a été voté. Il y a des procédures, etc. Mais ma question est celle-ci. Est-ce que dans ce conflit, vous pensez, en tant que syndicaliste, entraînant des centaines de milliers de gens qui vous ont suivi dans les rues, vous avez finalement gagné ou perdu cette partie? On a gagné sur certains points, mais pas là-dessus. Pas sur la version de la hiérarchie des normes. Qui est quand même l'un des points centraux. Oui, mais bien sûr. Même si la droite dit que c'est écoutez, moi j'ai lu un autre livre. J'ai lu un autre livre, c'est le fameux livre des 2 journalistes du Monde. David Lhomme. Voilà, et notamment sur cette partie-là, ça confirme ce que je pensais et ce que j'ai écrit moi-même. Quand vous avez le président de la République devant les journalistes qui appelle le président du MEDEF pour dire j'ai besoin d'un coup de main, il faut que vous appeliez les députés que vous connaissez à droite parce que vous comprenez bien, c'est FO qui bloque sur la version de la hiérarchie des normes, etc. Bon. Donc il est resté arc-bouté, il a pas bougé. Donc et je crois que non, on n'a pas gagné sur ce point-là. Vous savez, c'est un problème commun. Plusieurs pays européens aujourd'hui. Le seul pays qui fait machine arrière sur ces questions-là, même si la méthode est différente, c'est l'Allemagne aujourd'hui, parce qu'ils ont fait ça. C'est encore un débat pour l'avenir. Hein. Oui, c'est pas fini. Est-ce que ça se passe dans les entreprises ou est-ce que ça se passe à l'échelon national? Oui, mais regardez. C'est le grand débat finalement. Oui, mais bien sûr, mais regardez, là ils ont, ce que j'ai entrouvert la porte sur la version, parce que c'est uniquement sur les questions global de temps de travail, mais vous avez déjà d'autres qui disent maintenant il faut laisser tomber complètement les négociations nationales, aller uniquement dans l'entreprise. Le débat n'est pas terminé. Il y a une commission qui se met en place début janvier, dont l'objet c'est de réécrire l'intégralité du Code du travail. Donc ce dossier n'est pas clos pour moi. Jean-Claude Mailly, vous avez laissé entendre que cette loi a contribué au fond à l'affaiblissement du président de la République et à éventuellement sa non-participation à la course. Est-ce que vous ne pensez pas que également ça a affaibli politiquement considérablement l'ancien Premier ministre Manuel Valls dans la primaire? Il est candidat de la primaire. Est-ce qu'il porte véritablement comme une croix, il porte sa croix avec la loi travail? Il l'a soutenu, bien entendu, en tant que Premier ministre. Oui, il a mais soutenu. je veux dire, est-ce que ça lui pèse? À lui de voir ce qu'il va dire dans les semaines à venir sur cette question-là. Moi, je pense que le premier responsable, c'est pas pour dédouaner le Premier ministre, enfin l'ancien Premier ministre, le premier responsable, c'est le président de la République. Oui, mais il est sorti de la course. Alors, il est sorti de la course. Maintenant, on verra ce que dira Manuel Valls, y compris sur la loi travail. Quand je dis on était un peu face à des amateurs, au sens où ni l'un ni l'autre n'ont été amenés à faire de grandes réformes sociales, n'ont été amenés à discuter. Et le dialogue social, c'est pas leur tasse de thé, quoi. D'une manière ou d'une autre. La culture sociale, c'est pas leur tasse de thé. Alors, ce qui était différent d'un ancien Premier ministre comme Jean-Marc Ayrault, pour qui c'est une culture.
Justement, sur Manuel Valls, vous dites qu'il se comporte un peu comme un pyromane, qu'il est particulièrement agressif pendant les négociations et qui vous fait penser à Nicolas Sarkozy. Non, pyromane, c'était ses déclarations un matin sur une radio où il avait cartonné très fort, quoi. Bon, et sur son agressivité. Ah bah oui, il a été agressif. Moi, j'ai dit vous êtes un pyromane. J'ai même dit à un moment donné, mais publiquement, j'ai dit mais il est droit dans ses Rangers, quoi. Bon, il était très, très raide, donc tout le monde avait l'impression que c'était lui le responsable. Il a soutenu le projet, bien entendu. Alors on verra ce qu'il dira dans les semaines à venir sur les questions de travail. Juste, vous vous rappelez dans le livre, dès le début du livre, d'ailleurs, que depuis 1986, vous avez à titre personnel votre carte du Parti Socialiste. Donc, vous allez voter à la primaire, j'imagine? Je sais pas, on verra. Si je le fais, je dirai pas ce que je fais. Ouais, c'est mon problème de citoyen. On vient d'entendre juste pour qui vous n'allez pas voter. Ah non, ça ne savait rien. On n'en sait rien. Bon, Robert Lamias, dans ce que vous venez de dire sur les négociations, le côté pyromane, en tout cas très dur de Valls et peut-être d'autres, de Sarkozy ou d'autres. Est-ce que ça, vous, alors qui avez cette expérience de 25 ou 30 ans de négociation, est-ce que ça joue? Je veux dire, est-ce que parliez de Larcher tout à l'heure, son côté rond, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Est-ce que ça peut jouer dans une négociation qui fait qu'à un moment donné, vous pouvez vous retrouver sur des points qui vous auraient paru presque inacceptables au départ en rentrant dans la salle? Quand on est dans une négociation, là c'était pas une négociation sur un projet de loi, mais quand on est dans une négociation, nous on rentre toujours avec l'objectif, c'est de trouver une solution à la fin, de trouver un compromis. Alors il est possible ou il n'est pas possible, mais il est vrai que quand vous avez... C'est de dire qu'on peut pas négocier avec les syndicats français, il faut la CGT... C'est faux, attendez, il y a 36... Rien que les accords d'entreprise, il y a 36 000 accords d'entreprise par an, et on en signe plus de 90%. Donc des accords nationaux, on les signe pas tous, mais on en signe beaucoup également. Non, mais avoir une relation, pouvoir créer avec un interlocuteur une relation de respect et de confiance, ça c'est un premier élément. Sinon c'est difficile. Et ensuite, vous avez aussi des gens, si on prend dans les responsables politiques, à gauche comme à droite d'ailleurs, qui ont une expérience de la négociation, qui ont une expérience du social, qui connaissent les choses sans être pour autant des spécialistes du Code du travail. Vous citiez Monsieur Larcher, Martine Aubry quand elle était ministre, Jean-Marc Ayrault. Fillon même, qui a quand même été ministre. Qui a eu une expérience. Ministre des Affaires sociales et qui a participé. Je n'étais pas secrétaire général à l'époque, moi. Non, c'était Marc Blondel qui négociait. Mais oui, non, mais là, lui aussi, il a eu une expérience en tant que ministre des Affaires sociales, donc y compris sur des réformes pas faciles, donc du meilleur du lot. Mais connaître ses interlocuteurs, je parle pas forcément des individus, mais comment les uns et les autres raisonnent. Quand vous êtes en négociation, il faut aussi, vous avez vos positions, mais il faut aussi chercher à comprendre quelles sont les positions de votre interlocuteur si vous voulez trouver un compromis. Parfois, c'est difficile. Alors, hypothèse, Jean-Claude Mailly, si François Fillon remporte la présidentielle, si pendant l'été, par ordonnance, il fait passer la retraite à 65 ans... On verra. Vous faites quoi? Attendez, on verra. Moi, écoutez, pour le moment... Toujours aussi cool, c'est ce que je soulignais tout à l'heure. Attendez, je vais pas dire aujourd'hui, il va y avoir je ne sais quoi. On ne sait pas encore clairement, d'abord, quelle sera l'issue du match, comme on dit. Bon, et après, qu'est-ce qu'il fera exactement? Est-ce qu'ils travailleront par ordonnance? Est-ce qu'ils travailleront pas par ordonnance? C'est pas sûr qu'ils travaillent par ordonnance, d'ailleurs. Bon, j'en sais rien, moi. Bon, je pense qu'il y a des choses qui vont encore évoluer, si j'ai bien compris. C'est un vrai pragmatique. Ah oui, très pragmatique. Parce qu'on entend d'habitude des syndicalistes dire vous allez voir ce que vous allez voir, la rentrée va être chaude, la truc. Alors, franchement, on les aime. Bah oui, parce que attendez, on verra ce que donne le résultat présidentiel et après on fera avec celui qui est élu, quel qu'il soit. Voilà les coulisses de la loi travail, comment elle est passée au printemps dernier, l'invraisemblable histoire de la loi travail. C'est donc votre livre Les Apprentis Sorciers aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci Jean-Claude Mailly.